On ne comprend plus grand-chose ce soir aux relations entre le MoDem et la République En Marche dans l'optique des législatives. Avant-hier, François Bayrou poussait un coup de gueule. Hier soir, il annonçait qu'un projet d'accord avait été trouvé. En fait, rien n'est moins sûr. Loïc Besson, Jérémy Muller. Il était sorti comme victorieux au terme d'une réunion sous tension avec son état-major. François Bayrou sonnait la fin de la querelle avec En Marche en annonçant un accord solide et équilibré. Présente au rassemblement à Paris de tous les candidats investis par la République En Marche, Corinne Lepage est à son tour montée au créneau. Elle se dit exaspérée par ces manœuvres d'appareil. Nous constatons du reste qu'un certain nombre de nos candidats qui étaient pressentis ont été évacués pour être remplacés par des modems qui évidemment n'ont pas fait campagne. Voilà, donc si vous voulez, c'est quand même très décevant parce que c'est pas du tout l'esprit d'En Marche. Pour couper court à la polémique, Richard Ferrand réagit et dément tout accord. Nous ne faisions pas d'accord d'appareil. Un accord d'appareil, c'est de la tambouille où on se partage, si vous voulez, des responsabilités éventuelles et on dit chacun a un quota. Nous, ce n'est pas cela. Pourtant, dans la foulée, Marielle de Sarnez, vice-présidente du MoDem, annonce qu'elle sera finalement candidate à Paris, elle qui ne figurait pas dans la liste initiale. Une investiture qui pose question. Marielle de Sarnez a été élue et réélue 4 fois au Parlement européen depuis 1999. Et donc en théorie incompatible avec la règle imposée par la République En Marche. Aucun candidat ne peut être investi s'il a déjà effectué 3 mandats de parlementaire. Donc, et la règle est connue depuis le 19 janvier. Sur 428 investitures annoncées cette semaine, seule une quarantaine était étiquetée MoDem, alors que François Bayrou en réclamait 3 fois plus. Bonsoir Guillaume Perrault. Bonsoir. Bienvenue, grand reporter au Figaro, auteur de Conservateurs, soyez fiers, chez Plomb. En face de vous, Olivier Roucan, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue également, vous êtes politologue, chercheur associé au Centre d'études et de recherche de sciences administratives et auteur de En finir avec le président aux éditions François Bourin. C'est pas pour tout de suite, hein, a priori. Quel imbroglio, quelle confusion. Qui dit vrai ce soir? Que se passe-t-il ce soir? Chacun défend ses intérêts. François Bayrou, qui est un homme obstiné et orgueilleux, il ne veut pas être un allié parmi d'autres. Il réclame un statut à part, un statut d'allié privilégié. Il considère qu'il a fait beaucoup pour l'élection d'Emmanuel Macron, puisqu'il a mis son poids politique dans la balance en se ralliant à lui lorsque Emmanuel Macron a traversé une période de difficulté. Et ça a pesé. Ça a pesé, ça c'est vrai, c'est incontestable, ça a en effet pesé. Par ailleurs, François Bayrou est un homme orgueilleux. Il a une haute idée de son destin politique. Ça a été très douloureux pour lui de renoncer à se présenter à l'élection présidentielle et ça a été douloureux de voir quelqu'un d'autre reprendre un peu le positionnement qu'il a toujours rêvé de réaliser. Et donc, il ambitionne Matignon. C'est tout à fait évident. C'est ça qu'il veut, en fait. Et à défaut de l'obtenir, au moins défendre ses proches, ses fidèles et son appareil. On a entendu le mécontentement de la centriste Corinne Lepage à l'instant dans le sujet. Et ce soir sur Twitter, un autre centriste, Jean Arthuis, qui a lui aussi rejoint En Marche, écrit ceci: j'ai rejoint Emmanuel Macron et En Marche par adhésion à l'éthique proclamée et la promesse de rénovation de la vie politique a démontré. Ce à quoi a répondu Corinne Lepage, entièrement d'accord avec Jean Arthuis, critères à géométrie variable et pluralité non respectée. La fronde est en marche. Déjà disons que nous assistons là, et les acteurs eux-mêmes assistent à la formation d'un mouvement. C'est tout à fait inédit. Dans un temps resserré, il faut avoir 567 candidats. Donc les couacs ou les démarches de négociation qui en politique sont naturelles, apparaissent au grand jour. Bon, alors ça c'est un peu contre-productif parce que la légitimité de l'élection d'Emmanuel Macron tient en partie à l'idée que les règles du jeu changent, elles sont invoquées du reste, et donc il y a une transparence, une clarification. Alors il est vrai que si ça devait durer, ce serait sans doute perçu de façon négative. Sans parler de fronde, dans tous les cas, il va falloir rapidement réguler tout ceci et fermement. Il y a quand même des choses qui surprennent. C'était encore une fois présent dans le sujet, le respect des règles édictées par la République En Marche. C'est manifestement à géométrie variable. Marielle de Sarnez, qui s'autoproclame, entre guillemets, investie candidate dans la 11e circonscription de Paris, elle est eurodéputée depuis 1999, ça fait donc 4 mandats. Or, la règle, normalement, à la République En Marche, c'est qu'on ne peut avoir exercé plus de 3 mandats identiques successifs. C'est un petit couac, ça, quand même. Oui, il faut l'expliquer. Oui, je ne vois pas pourquoi les députés européens seraient soustraits
à l'obligation qu'on fait aux députés ou aux sénateurs qui sollicitent l'investiture d'En Marche. Ça va être difficile à plaider, ça va être difficile à justifier par En Marche si ça se confirme. C'est le lobbying MoDem ? De toute évidence, oui, puisque c'est Marielle de Sarnez est très proche de François Bayrou. C'est vraiment le cœur de l'appareil du MoDem. C'est quelqu'un qui a suivi Bayrou depuis toujours et donc qui veut absolument aider Marielle de Sarnez. Je crois que c'est la circonscription qui correspond au 14e arrondissement de Paris, où Marielle de Sarnez a déjà été candidate dans le passé et donc elle veut de nouveau s'y présenter. Et notons d'ailleurs, alors que tout cet étalage de mécontentement ou de division vient de personnalités qui sont dans le jeu politique depuis au moins 20 ans. Absolument. Vous avez cité Jean. Donc eux, ils continuent, ils reproduisent finalement des façons de faire qui datent des anciens partis. Et ils imposent à En Marche, finalement, un mode de fonctionnement que ce parti voulait éviter. On voit à quel point c'est une période de transition En Marche et il faudra voir qui gagne à la fin. Mais il est clair que là, on a eu toute réserve dans la comparaison faite. On a eu exactement un problème comparable, mais beaucoup plus mal vécu encore en Espagne avec Podemos, où la transformation du mouvement en parti a donné beaucoup là aussi de désillusions. Bon, là, on n'en est pas du tout là, mais je pense que et d'ailleurs, c'était, je pense, le sens de l'intervention de M. Ferrand. Hein. Ils ont à cœur, eux, de garder un peu l'axe majeur et on va voir s'ils y parviennent. Et en même temps, est-ce que le fait de rester inflexible, ça donne pas une image mitigée de ce mouvement et de sa façon de faire ? Qui irait à l'encontre de l'idée de renouvellement, de recomposition. Déjà, ils peuvent plaider qu'ils ont déjà fait preuve d'un peu de souplesse, par exemple avec Manuel Valls, puisqu'ils ne mettent pas de candidat face à lui. Ils peuvent également dire que devant le tollé que la candidature de M. Ganzer a suscité, il s'est retiré. Et donc, parce que Le Drian était notoirement mécontent de ne pas avoir été consulté, puisque c'est dans son fief, en Bretagne. Donc, ils font de la politique. Comme ça, c'est toujours fait, à l'ancienne, parce que dans ces situations-là où il y a une bagarre pour des sièges et des places, c'est très difficile de prétendre faire autrement. On va voir en effet ce que ça donne. Finalement, ça tombe très bien pour le nouveau président que demain, il y ait sa cérémonie d'investiture pour parler d'autre chose, car il est certain, je vous rejoins, que si ça se prolongeait quelques jours, ça finirait par offrir un spectacle un peu pénible au pays. Demain, il y a la cérémonie d'investiture qui suivra la passation de pouvoir entre François Hollande et Emmanuel Macron et peut-être dans la journée, en fin de journée, l'annonce du Premier ministre, peut-être demain, peut-être lundi, l'annonce du Premier ministre avec des rumeurs persistantes et des informations persistantes d'Édouard Philippe qui irait à Matignon, lui le proche de Juppé, la droite modérée comme on peut l'appeler, 47 ans d'ailleurs dans la moyenne d'âge des candidats de la République En Marche, qui pourrait donner le coup d'envoi, le coup de départ d'une arrivée massive de juppéistes au sein de la République En Marche et peut-être même au sein du gouvernement, c'est probable ? Si c'est lui qui est désigné, ça serait à ces conditions-là. C'est l'intérêt d'Emmanuel Macron, ça serait l'intérêt de ce Premier ministre. D'ailleurs, ce qu'il exige d'après nos confrères du Monde. Ça serait la logique politique. Ça n'aurait de sens de nommer Édouard Philippe à Matignon que si ça s'accompagne de la nomination au gouvernement de ministres juppéistes ou le mériste de cette sensibilité-là et d'investiture En Marche, ou en tout cas de non-présentation de candidats face à des députés LR juppéistes aux élections législatives. Puisque pour le moment, la stratégie de Macron semble très bien réussir à l'égard du PS qui l'étouffe, mais il manque une aile droite. Pour le moment, il ne peut pas prétendre être ni de droite ni de gauche. Pour le moment, c'est quand même sensiblement l'aile droite du PS et les anciens Hollandais qui sont présents autour de lui. Les proches de Macron ne s'en cachent pas. Hein. L'objectif, c'est de siphonner la droite. On ne parle pas de la gauche en attendant un Premier ministre de droite. Si ça se confirme, ça envoie aussi un message à la gauche quand même. Oui, alors le problème, si vous voulez, ce serait de nommer un Premier ministre de droite, de ne pas avoir de députés venus de la droite qui se présentent sous l'étiquette En Marche, République En Marche, et qui attendraient après éventuellement la législative, alors que ça ferait fuir une partie du socle électoral d'Emmanuel Macron lui-même au premier tour, dont on sait qu'une grande partie vient de l'ancien électorat de François Hollande de 2012,
ou d'une partie du Parti socialiste. Donc c'est véritablement un risque qui serait pris en nommant donc un Premier ministre venu de la droite. Encore une fois, par rapport au constat que vous avez fait, c'est-à-dire que pour l'instant, l'ancrage, alors c'est certes et à droite et à gauche, mais l'ancrage pour l'instant, il vient plutôt de la gauche. Avec un Premier ministre et quelques ministres juppéistes, est-ce que Macron aurait les mains libres quand même ? Sans parler des législatives à venir, hein, évidemment. Aurait-il les mains libres? La question c'est, est-ce qu'il y a un électorat de droite modérée dans le pays qui serait susceptible de soutenir cette démarche, disons, d'une idée d'un gouvernement un peu d'unité nationale, ou d'une grande coalition, en tout cas, d'une grande coalition comme les Allemands ont l'habitude de le faire, entre la CDU et le SPD. Est-ce que cet électorat-là, il existe? On peut dire, c'est vrai, qu'il y a une minorité d'électeurs de Sarkozy de 2012 qui ont préféré Macron dès le premier tour, là. C'est vrai. Et je suis sûr que si les députés juppéistes, si des députés juppéistes ralliaient l'aventure En Marche, c'est qu'après avoir pris à la loupe les résultats de la présidentielle dans leur circonscription, pour vérifier que la sociologie électorale de leur fief le permet, et que donc ils ne vont pas perdre ces électeurs-là. Toujours concernant les législatives, mais cette fois à la gauche de la gauche, la France Insoumise, qui se veut le principal parti d'opposition à Emmanuel Macron, a également réuni ses candidats aujourd'hui. Jean-Luc Mélenchon a prononcé pour l'occasion un discours pour le moins offensif, pour ne pas dire autre chose. Marion Lawamène. La campagne est lancée, les candidats investis. Les législatives, c'est la dernière étape à gravir pour Jean-Luc Mélenchon. Si on regroupe ceux qui ont voté pour nous aux élections présidentielles, c'est nous qui gagnons. La France Insoumise est là et déterminée. Avec plus de 550 candidats, le parti du 4e homme de l'élection présidentielle sera présent dans presque chaque circonscription. Une fierté pour des candidats confiants. 550 candidats, donc pour un mouvement aussi jeune que France Insoumise, c'est une vraie réussite. Les autres n'en sont pas là. On a tous les jours de nouvelles personnes qui viennent, qui ont mis le bulletin de vote Jean-Luc Mélenchon, mais qui là ont envie de participer aux législatives. Donc on a une dynamique qui s'amplifie. Pendant son discours d'1 heure, des pics à l'encontre de La République En Marche. Nous ne voulons pas des alliances tuyaux de poil, où l'on commence ici avec un bout du tuyau, qui vous emmanche avec un suivant, qui au bout de la chaîne tient par la main un macroniste. Mais Jean-Luc Mélenchon a surtout mis en avant la variété des profils de ses candidats. 64% d'entre eux n'appartiennent à aucun parti. Plusieurs corps de métier sont représentés, cadres supérieurs, ouvriers, employés et même étudiants. Il l'a de nouveau martelé durant son discours, son objectif, renouveler la scène politique. Et 80% de nos électeurs ont adhéré, non pas à nos personnes, mais à notre programme. Et cette force-là, ce n'est pas seulement un sujet de fierté, c'est la garantie que nous sommes un point d'appui stable et solide pour construire un autre futur. Parmi les candidats investis ce samedi, 2 personnalités. Le réalisateur François Ruffin dans la Somme et l'humoriste Gérald Dahan dans les Hauts-de-Seine. Aujourd'hui, on a retrouvé le Jean-Luc Mélenchon agressif qu'on connaissait avant la campagne présidentielle, avant qu'il ne se dédiabolise d'une certaine manière. Oui, effectivement, j'étais surpris, comme beaucoup d'observateurs, de ce changement de ton. Petite cervelle, crevard, vermine. Voilà, donc un vocabulaire, un choix d'un registre très virulent, on va dire ça comme ça. Alors que pendant la présidentielle, il avait dû son succès, notamment à son art oratoire, à l'élévation qu'il avait pu prendre dans certains discours, dans certaines occasions. La modération de ses propos, d'une certaine manière. Oui, l'élévation de ses propos, l'évocation de l'histoire de France. Là, on n'était pas du tout dans ce registre-là. C'est le registre très militant, véhément, d'un début de campagne législative. Certains ont dit sur les réseaux sociaux, il se trumpise. Oui, c'est un peu ce qu'on dit envers les leaders contestataires ou populistes, disons, quand on pense qu'ils vont un peu trop loin. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que après l'amertume qu'il a eue de ne pas accéder au second tour de peu, il s'efforce de conserver le score remarquable qu'il avait obtenu, de le capitaliser, si j'ose dire, et de le transformer en parti politique durable. Et c'est très difficile avec le mode du scrutin qui est le nôtre législatif. Macron président, Mélenchon premier opposant, en tout cas c'est comme cela qu'il se voit. On a là l'illustration finalement de la recomposition du paysage politique. Oui, et ce qui est remarquable aussi bien pour la France Insoumise que pour En Marche, c'est quand même
au-delà des traces du système de parti tel qu'il existe et qui sont là, Mélenchon aussi, ce n'est pas un premier un perdant de l'année, comme on dit, mais au-delà de ceci, il y a un renouvellement de la sociologie des candidats présentés par ces deux formations assez conséquent, qui correspond à une aspiration, c'est-à-dire que l'échec des partis de gouvernement est là. Trop d'électeurs étaient lassés et avaient l'impression que ces partis faisaient leurs petits arrangements et verrouillaient l'accès à la politique. Et là, il y a un appel d'air. Et c'est ce qui, à mon avis, redonne du souffle à Mélenchon, même s'il a eu une période de gestion post-présidentielle un peu difficile, où on voyait qu'il perdait un peu le souffle et la main. Mais je pense qu'ils ont bien conscience, dans les deux nouveaux partis, entre guillemets, d'avoir un appel d'air et une forte attente. Demain, François Hollande donnera donc les clés du pays à Emmanuel Macron, qui deviendra officiellement le 25e président de la République française. Le programme de cette journée est extraordinaire avec Guillaume Bertrand. C'est une journée à la minute près pour Emmanuel Macron. À 10h, le véhicule officiel du président élu entrera dans la cour de l'Élysée. Comme François Hollande en 2012, Emmanuel Macron marchera sur le tapis rouge qui mène au parvis. Il y sera attendu par son prédécesseur. Ils échangeront une poignée de main. S'en suivra un tête-à-tête entre François Hollande et Emmanuel Macron dans le bureau du président, dont les fenêtres donnent sur les jardins de l'Élysée. C'est pendant cet entretien notamment que les codes nucléaires seront échangés. À l'issue de cette discussion, le président élu raccompagnera François Hollande à son véhicule. Le nouveau chef de l'État se verra remettre ensuite les insignes de Grand Croix de la Légion d'honneur, une fonction que le président occupe le temps de son mandat. Après une courte allocution, la Marseillaise retentira dans les jardins de l'Élysée et 21 coups de canon seront tirés depuis l'esplanade des Invalides. À 12h ensuite, Emmanuel Macron remontera l'avenue des Champs-Élysées pour se rendre sur la tombe du soldat inconnu et y déposer une gerbe. Enfin, à 17h, la maire de Paris, Anne Hidalgo, recevra le président de la République à l'hôtel de ville. Elle y prononcera un discours suivi de celui d'Emmanuel Macron. Un rituel millimétré et quasi identique au précédent, à une différence près. C'est la première fois en 111 ans qu'une passation de pouvoir se fait un dimanche. Évidemment, demain, plusieurs images vont marquer les esprits, celle notamment de François Hollande, passant le témoin à celui qu'il a d'une certaine manière formé. Ça va rentrer dans l'histoire, ça, quand même. Il va accueillir celui qui a été son collaborateur, puisqu'il a été secrétaire général adjoint de l'Élysée. Et il devient maintenant président de la République. Quelle étrange situation, quelle étonnante situation et quelle étonnante photo on va avoir demain matin. Ces premiers mots du président Macron, ils sont attendus aussi, inévitablement. Oui, il est vrai que certains discours lors de cette investiture ont pu marquer. En même temps, c'est un moment empreint de solennité, c'est un rite républicain. Et lorsque l'institution pèse à ce point sur les individus, on peut dire que la parole est un peu vide, c'est-à-dire qu'on ne retient pas forcément le contenu, c'est surtout l'entrée en fonction, et donc c'est, pour reprendre la terminologie, les deux corps du roi, le corps physique rejoint l'institution, c'est un moment de passage. Et donc, c'est plutôt, pour Emmanuel Macron, un moment très intéressant parce qu'il est nouveau, son charisme est récent, et tout d'un coup, il franchit la plus haute étape institutionnelle. Donc, on pourrait presque dire que ça se fait là, sans transition, comme on dirait à la télévision. Il y a quand même cette cérémonie de passage qui permet de comprendre et de faire comprendre que Emmanuel Macron, cette personne peu connue, est président de la République. Demain, journée exceptionnelle, on le répète, mais les jours d'après ne le seront pas moins. Lundi, Emmanuel Macron fera notamment son premier déplacement, non pas auprès des troupes engagées sur le terrain, des troupes françaises, comme c'était sa promesse, il le fera peut-être dans les jours qui suivent, mais à Berlin, il ira voir Angela Merkel, qu'il recevra à la chancellerie. C'est un classique finalement, c'est pas très étonnant. Non, c'est pas très étonnant. François Hollande lui-même l'avait fait immédiatement après son investiture, le jour même. D'ailleurs, il y avait eu un incident, vous vous souvenez, avec dans l'avion. Dans l'avion. La foudre. La foudre, en effet. Ouais. Certains esprits caustiques avaient voulu voir que c'était un mauvais présage pour le quinquennat qui commence. Fil rouge météorologique. Exactement. Du quinquennat Hollande. Exactement. Ça s'est un peu vérifié, je dois dire, dans ce qui a suivi. Et donc, il est assez logique que la première visite officielle à l'étranger du nouveau président soit auprès de notre partenaire et interlocuteur. Pourquoi c'est un classique ? C'est un classique à cause de la relation franco-allemande qui se veut équilibrée et qui l'est de moins en moins, on le sait, depuis
une quinzaine d'années, puisque les performances économiques de la France et de l'Allemagne sont de moins en moins comparables. Et il pourrait choisir de faire un déplacement symbolique sur le sol français, dans une entreprise en difficulté. Ah oui, ça, il est certain que ce serait envisageable. Mais en ce qui concerne les déplacements à l'étranger, le poids de Berlin dans les grandes décisions européennes qui nous attendent rend logique ce déplacement. En parallèle, il va falloir gérer le nouveau gouvernement avec un premier conseil des ministres mercredi. Un dernier petit mot, Olivier Roucan, les premiers pas d'un président, est-ce qu'il donne le là d'un début de présidence globale ? Pour Emmanuel Macron particulièrement, du fait de ses incertitudes à forger une majorité, du fait de la nouveauté de son mouvement, les actes symboliques qu'il va prendre dans les jours qui viennent, à commencer par la nomination du Premier ministre et du gouvernement, vont avoir un impact très important dans les semaines et les mois qui viennent. Merci à tous les deux d'avoir accepté l'invitation de Week-end Direct. Journée spéciale passation de pouvoir et investiture demain donc sur BFM TV dès 6h. Toute la journée, toute la soirée, et peut-être aura-t-on en outre dès demain le nom du Premier ministre.